Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Que vous soyez en France, au Canada, en Israël, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Roumanie, bonjour et bienvenue à cette nouvelle classe un petit peu spéciale. Une classe de thé avec moi, Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de psychologie. Nous allons faire la chasse aux fantômes du passé. Et je vais essayer de donner un petit peu l'exemple. Alors, si vous avez déjà vu mon article sur le blog, il y aura un petit peu des redites, mais je vais essayer également de rajouter quelques informations qui vont avec, et puis de faire quelque chose un peu plus compliqué que d'écrire un texte, c'est de parler directement avec mes mots. Donc ça va être une classe pour vous, mais c'est également surtout un challenge pour moi, comme depuis 2 ans qu'il n'y a plus de voyageurs qui viennent de l'extérieur à Taïwan. Autrefois, vous voyez sur mon blog, j'avais souvent des invités, des gens pratiquement de partout dans le monde qui venaient à Taïwan pour chercher du bon thé. Parfois c'était pour des raisons professionnelles également, et ils en profitaient pour venir faire un show chez moi pour avoir une classe de thé. Maintenant ça fait plus de 2 ans avec ce virus qu'il n'y a plus ces rencontres, et elles me manquent, et c'est pour ça que je fais ces vidéos un petit peu à la place pour garder un petit peu le contact avec d'autres amateurs de thé. Et en même temps, j'imagine que pour vous, c'est pareil. En fait, au lieu de faire souvent des thés avec plein d'amis, d'autres buveurs de thé, il y a eu beaucoup plus de thé que d'habitude qui étaient bu seuls, en solitaire. Et lors de ces thés solitaires, alors il y a deux cas de figure. Quand on boit du bon thé seul, on peut vraiment bien l'apprécier de manière pleine pour le thé qu'on fait, et notamment quand on le fait bien et avec la bonne technique, et que c'est un thé de qualité, ça peut être vraiment un moment paradisiaque. Mais parfois, même si on a le meilleur thé du monde et qu'on est seul, il y a quand même quelque chose parfois où on ne se sent pas super bien, où parfois justement cette solitude, ce silence peut devenir pesant, et ça c'est souvent un peu le signe qu'il y a des fantômes du passé qui ne donnent pas notre conscience tranquille, qui ne laissent pas notre conscience tranquille, et qui nous empêchent de goûter pleinement au thé. Donc voilà un petit peu le lien quand même qu'il y a avec le thé comme déclencheur, comme révélateur pour ces problèmes psychologiques. Et s'ils sont importants, je vous recommande d'aller voir un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste du tout. Par contre, j'ai envie de vous partager un petit peu ma propre expérience, et peut-être que cela peut vous inspirer à faire des démarches professionnelles, ou bien à faire des démarches un peu plus personnelles. L'autre chose qui a un petit peu déclenché cette classe, c'est que je suis en train de lire À la recherche du temps perdu de Proust, qui est vraiment un livre sur le passé. On a un narrateur qui examine son passé, notamment son enfance, tous les traumatismes qu'il avait dans son enfance. Lui, il raconte vraiment qu'un de ses plus grands traumatismes, c'était d'aller se coucher, de dormir, et de se sentir seul, surtout quand sa maman ne venait pas l'embrasser. Et lui, il voulait jamais qu'elle le quitte, en fait. Il y a eu 1 ou 2 fois où elle a passé pratiquement la nuit avec lui dans son lit, et c'était son meilleur souvenir d'enfance, en fait. Et on voit qu'avec cette écriture, ce récit de son passé, il apprend vraiment à mieux se connaître lui, à mieux savoir ce qu'il veut. Donc il y a également quelque chose de positif de faire ce genre d'introspection. Et en même temps, j'ai également vu une série israélienne qui s'appelle When Heroes Fly, qui a
qui me plaît beaucoup parce que déjà moi j'avais passé 3 mois en Israël en 94 et donc j'adore le houmous, j'adore l'hébreu parlé, je l'avais même appris à l'époque. La, on y voit la culture un petit peu de fête à Tel Aviv, mais également de sérieux à l'armée. Et donc là, déjà d'un point de vue culturel, c'est une série qui m'a bien plu, mais il y a également quelque chose, il y a de l'action dans cette série, il y a même de la romance pour les femmes. Mais il y a aussi cet aspect psychologique où c'est l'histoire de 4 amis qui étaient des réservistes dans l'armée. Leur opération au sud Liban se passe mal. Lors du retour au pays la nuit, ils sont attaqués en embuscade par des miliciens du Hezbollah qui sont en surnombre par rapport à eux. Ils sont près d'un tank qui contient des informations sensibles. Ils arrivent à sauver deux gars qui étaient dans le tank et maintenant ils ont averti le QG qui va envoyer des bombes pour le détruire afin que les informations sensibles ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Et au cours de l'opération, leur chef, leur ami, leur leader, leur inspirateur, Azoulay, lui, il tombe sous les balles. Il est grièvement blessé, il sait qu'il va mourir, il est coincé par un bloc de béton. Les bombes vont arriver, on n'a pas le temps de le sauver. Il leur dit barrez-vous, tant pis pour moi, mais vous, il faut que vous vous sauviez, j'ai envie que vous viviez vous, et tant pis si moi je me sacrifie. Parce que de toute façon, même si vous vous sacrifiez, on mourra tous ensemble, et ça n'a pas de sens, il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que 4 ou 5. Donc les 4 amis, ils se sauvent, mais au fur et à mesure de l'histoire, on voit que chacun garde une marque très profonde de la mort de leur ami et ils ont tous du mal à s'en relever. L'un va devenir drogué en Colombie, l'autre la nuit va faire pipi au lit, il va se séparer de sa copine, le troisième va perdre la foi et le quatrième est même rongé par un cancer alors qu'il a réussi professionnellement et qu'il est devenu multimillionnaire. Mais ça, c'est dans le premier épisode, tout ça. Donc, après, l'histoire commence à partir de là. Donc, je n'ai pas vraiment spoilé, mais donc c'est voilà un exemple de forcément romancé de 4 gars qui sont visités par un fantôme de leur passé. Et en buvant assez récemment, je me suis dit, tiens, moi j'ai aussi un fantôme qui m'obsède, qui m'empêche d'être vraiment à 100% heureux. Et comme quelqu'un me disait hier, quand j'ai fait ce cours en anglais, on a tous des fantômes donc, dans notre passé. Donc je pense que ça peut être également utile que je montre un petit peu l'exemple et que je vous raconte ma propre histoire. En tout cas, j'ai envie de le faire pour pour moi, pour me soulager l'esprit, soulager la conscience et de me dire que cette expérience-là, elle est dans le passé. On peut en parler maintenant de manière très, très libre. Mais je vais quand même boire un petit peu de thé pour me donner du courage et de la force. J'en dis concubine. Donc, c'était en avril ou mai 1980, j'avais 8-9 ans. C'était la première classe verte que je faisais. On est allé au Rocher du Dabo, en Lorraine, à une centaine de kilomètres de notre classe. Et à l'époque, j'étais un enfant un petit peu fragile. Je tombais assez facilement, pas malade, mais j'avais vite la crève, un peu de fièvre. Donc, probablement, je m'étais un petit peu refroidi. La maîtresse m'a donné une aspirine pour que j'aille mieux, je crois. Et ensuite, le lendemain, je crois que j'ai joué au foot avec mes copains. Et je me rappelle que j'avais des bleus
partout. Chaque fois que je tapais dans la balle, si je tapais à droite ou à gauche, ou si je la réceptionnais avec le tibia, donc chaque fois j'avais un bleu. Et là, je me suis quand même arrêté de jouer parce que c'est quand même pas rigolo d'avoir plein de bleus aux jambes. Je suis allé voir la maîtresse, elle était un petit peu inquiète, elle a fait venir un médecin. Et entre-temps, je suis allé aux toilettes et j'ai remarqué que je pissais du sang. Hein, quand je faisais pipi, c'était du sang qui sortait, c'était rouge. Et là, encore plus inquiète, finalement, on appelle même mon père, qui est médecin généraliste, et qui vient me rechercher assez rapidement en voiture. Le trajet pour retourner est assez... de nouveau, il est un peu fiche dans ma mémoire parce qu'il y avait un orage avec des éclairs. Et j'avais peur des éclairs, j'avais peur qu'ils tombent sur notre voiture. Et puis mon père m'a rassuré en me disant que ça ne pouvait pas arriver parce que les pneus ne conduisent pas l'électricité. Donc il y a pas quand il n'y a pas de... quand l'électricité ne peut pas toucher la terre à travers la voiture, elle ne risque pas de tomber sur la voiture. J'étais un petit peu plus rassuré aussi par sa présence. C'est lui qui m'a toujours soigné depuis que j'étais petit. Mais il roulait un petit peu vite et puis il me rassurait pas tellement avec des mots sur ce que j'avais. C'était un petit peu assez mystérieux pour lui aussi cette maladie. Donc on arrive à l'hôpital, on fait des tests et rapidement on s'aperçoit que je n'ai pas assez de plaquettes dans le sang. Et ça les oblige à faire une opération pour un peu prélever ma moelle épinière. Je me rappelle de cette opération, notamment de l'anesthésie, où on me demande de compter jusqu'à 10. Et je me rappelle le brouillard qui arrive et puis hop, je m'endors. Et après je me réveille dans cette chambre de l'hôpital, dans la partie pour enfants, où je vais rester pendant un mois, tout le mois de juin, mai ou juin, donc 1980. Et ce dont je me rappelle, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a une jolie fontaine dehors, et quand il fait beau. Il faisait beau ce mois-ci, pratiquement tous les jours faisait beau. Et ça donnait vraiment envie de sortir, mais je ne pouvais pas sortir. Et dans cette partie de l'hôpital, il y avait des enfants qui étaient là avec des maladies chroniques, notamment un jeune qui avait une maladie vraiment à la fois mentale et motrice. Donc il était un peu mal formé et il parlait pas distinctement. Et notamment ce qu'il faisait, c'est que la nuit, parfois il pleurait ou bien il hurlait, il criait. Et du coup les nuits étaient vraiment terribles. Parce qu'il y avait cette souffrance des autres enfants qui étaient ou bien dans la chambre ou bien dans les chambres d'à côté. Et donc j'étais un enfant joyeux, heureux, en bonne santé, et soudain je me retrouve face à d'autres enfants qui sont mais vraiment dans des états vraiment pitoyables, certains qui n'en sortent pas, qui sont là tout le temps. Donc soudain je prends conscience de cette souffrance chez d'autres enfants. Et la nuit, j'entends leurs pleurs, j'entends leurs cris, leur désespoir. Et donc ça devient comme surtout les nuits sont des cauchemars, quoi. Quand tu dors, quand tu t'endors, c'est un cauchemar. Tu fais des cauchemars et quand tu es réveillé, tu vis le cauchemar. Donc ça m'arrivait aussi de faire pipi la nuit dans ce lit pendant que j'étais là-bas. Et là, les infirmières n'étaient pas tellement contentes quand tu fais pipi dans le lit, parce que ça leur fait du boulot en plus. Heureusement, il me rappelle qu'il y avait une protection, un plastique pour protéger le matelas du dessous. Mais quand même, c'était pas rigolo pour eux. Et du coup, je devais prendre tous les jours, 1 ou 2 fois ou 3 fois par jour, 10 comprimés de cortisone. Et pour que les infirmières
et une meilleure opinion de moi, qui les embêtait avec mon pipi dans le lit, j'avais appris à prendre ces 10 comprimés d'un coup. Au bout de quelques jours, j'avais réussi à les avaler d'un coup. Alors au départ, j'en avalais 2, 3, 4 d'un coup, avec de l'eau, et puis à la fin, j'arrivais même à les prendre tous d'un coup, rien qu'avec ma salive. Ça me donne soif, hein. Et donc là, c'était vraiment je devenais de nouveau l'enfant modèle, l'élève modèle que j'avais essayé de devenir par la suite, hein, celui qui fait ce que les parents ou bien les adultes attendent de lui. Et donc chaque fois qu'il y avait une nouvelle infirmière qui me voyait faire ça était spécialement contente, parce que pour elle, c'était souvent un travail un peu plus pénible d'administrer les pilules, les comprimés aux enfants qui, pour beaucoup, refusaient de les prendre ou bien les prenaient très très doucement. Parfois, donc, vous savez, parfois on est obligé de les écraser, de les mélanger avec de la nourriture, etc. Mais moi, j'étais vraiment l'enfant modèle de ce point de vue-là, vu que j'arrivais même à les prendre tous d'un coup. Et une grande quantité, hein, une dizaine de 10 comprimés d'un coup. Et donc heureusement, au bout d'un mois, j'ai pu sortir. Et cette maladie a fait qu'on a dû décaler nos vacances, hein. Mes parents n'ont pas pu aller au même endroit où on allait d'habitude. Et ça nous a amené à aller à la Côte d'Azur au lieu d'aller en Provence. Et l'endroit où on est à la Côte d'Azur, à Aguet, finalement, c'est l'endroit où on retournera pendant plus d'une dizaine d'années. Un endroit où j'ai donc passé tous mes meilleures vacances d'été. Et donc, en fait, finalement, on peut dire aussi que c'est grâce à cette maladie que on a finalement découvert cet endroit de vacances qui nous a apporté beaucoup de plaisir à toute la famille. Mais en même temps, j'ai quand même été marqué surtout par ces nuits en fait dans l'hôpital, et par cette souffrance des autres enfants. Et j'ai un petit peu, quand je suis rentré à la maison, j'ai un peu trop partagé cette expérience avec ma sœur qui n'avait que 5 ans, et je crois que ça l'a également travaillé, que je lui raconte des histoires tellement négatives, tellement noires sur les cauchemars que j'ai vécus. Et donc là, je te demande pardon, petite sœur, de t'avoir fait ça. Et j'espère que tu vas aussi pouvoir chasser ce fantôme de ta vie, comme j'essaie de le faire actuellement. Donc voilà, c'est plus difficile que je pensais, tiens. Par contre, j'ai des amis extraordinaires, notamment vous, puisque hier, à la suite de ce cours en anglais, une amie m'a dit que la maladie, en fait, je la connaissais pas. À l'époque, j'avais pas de nom. Donc, pour la première fois, on m'a dit le nom de cette maladie, c'est purpura thrombopénique immunologique. Donc merci beaucoup à Elisabeth qui m'avait donné ce nom de maladie. Maintenant, je peux même mettre un mot sur cette maladie que j'avais. C'est donc une maladie immunitaire, mais qui n'est pas un cancer, bien que ni une leucémie. C'est simplement un manque de plaquettes dans le sang. Et donc ça avait été traité par cortisone. Ça a eu par contre pour un autre effet, que pendant très longtemps, notamment adolescent, j'ai eu de l'asthme, parce que la façon maintenant que j'analyse ça, c'est que comme j'essayais d'être un enfant qui obéit aux parents, qui obéit aux adultes, pour être gentil, pour avoir leur faveur, pour qu'on fasse attention à moi dans l'hôpital, et qu'on prenne bien soin de moi, ça a créé un conflit en moi
pendant l'adolescence, vu que l'adolescent, c'est celui qui se rébelle, c'est celui qui devient adulte. Donc l'adulte, c'est la personne qui vit sa vie, qui arrête de faire ce que les parents lui disent de faire et qui agit en responsabilité. Donc l'adolescent, c'est le passage de l'enfant irresponsable qui est obligé de suivre les indications de ses parents à l'adulte qui est libre et responsable, mais il faut qu'il passe par ce stade de rébellion pour pouvoir s'affirmer par rapport à ses parents. Et donc là, j'ai eu beaucoup de mal étant adolescent, parce que avec ce trauma, j'avais donc ce conflit qui faisait que j'essayais de rester enfant pour plaire, mais en même temps, je devais devenir adulte et me libérer donc de cette contrainte parentale. J'imagine que c'est un truc assez classique, mais c'est arrivé au point que vous voyez que j'habite encore à Taïwan, à 10 000 km environ de mes parents. Donc j'imagine qu'il y a encore un petit peu une trace de ce conflit, pas vraiment résolu, dans ce fait d'habiter si loin de chez eux. Voilà, voilà. Donc en partageant cette expérience, déjà j'essaye de vous montrer que c'est possible, qu'il y a un effet bénéfique. Hier, je me suis senti vraiment très bien après avoir fait cette classe, après avoir laissé sortir ces mots, avoir reçu également le support de nombre d'entre vous à travers l'article que j'avais posté sur le blog et sur Facebook, qui a suscité beaucoup de commentaires très touchants, très émouvants. J'imagine que c'est même si c'est pas exactement la même histoire, on a tous un trauma dans le passé, quelque chose qui nous ronge, et j'essaie d'y faire face et de vous montrer que, en fait, même si on a un petit peu la gorge sèche, c'est possible. Et ainsi, l'idée quand même, c'est pour retourner sur nos pattes et sur notre thé, c'est de pouvoir continuer à bien profiter des joies que nous donne la nature, des joies que nous donne la vie, et pouvoir y goûter à 100%, sans avoir une mauvaise conscience par rapport à son passé, par rapport à d'autres, mais se dire que ces choses du passé, elles ont existé, on ne peut pas les oublier. Il y a des souffrances qui existent malheureusement, même au moment où on parle. Mais si on vit une vie responsable, on mérite aussi ces moments de bonheur. Et on n'est pas et le thé n'est pas un paradis artificiel. Hein, le thé n'est pas une drogue dure ou même douce. Le thé, c'est un instrument de vérité, donc à travers lequel cette conscience qu'on peut avoir parfois être plus sensible dans ces moments de paix intérieure. Si on sent que cette paix intérieure n'est pas totale, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire par soi-même, ou bien parfois peut-être avec l'aide de professionnels également, parce que je ne vois pas le thé comme un paradis artificiel, comme ce qui était arrivé à l'un des héros, Benda, dans When Heroes Fly. On reste dans la vérité, et la vérité, c'est de faire face à ses peurs. C'est seulement ça qui nous permet de grandir et de nous améliorer. Hein. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos où je ne suis pas très bon, hein, je ne parle pas spécialement bien? C'est justement parce que j'ai envie de progresser et de me donner des challenges. Sinon, sélectionner des thés depuis 16 ans, ça pourrait devenir une routine et quelque chose de répétitif où on s'ennuierait. En faisant cela, je ne m'ennuie pas, je me donne chaque fois un nouveau challenge, et c'est ça qui rend cette vie intéressante. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine et peut-être un petit peu d'inspiration, et à la semaine prochaine.